Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine du cours d'économie globale. Cette semaine, on aborde un de mes chapitres favoris parce qu'il regroupe à peu près toute la matière qu'on a vue jusqu'à présent depuis le début du cours et ça nous fournit un outil qui est quand même assez puissant pour pouvoir analyser des sujets d'actualité comme celui de la COVID, de la fusion d'entreprises, des guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis, en fait les anciennes guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis. Donc, voici le plan du chapitre de cette semaine, donc ce que nous allons aborder ensemble. Donc, vous voyez, le découpage est vraiment fait en forme d'entonnoir. D'abord, la première section, on va s'intéresser en fait au cycle économique. Dans le fond, les cycles économiques, il faut savoir, en fait, l'économie a tendance à avoir des phases cycliques, c'est-à-dire qu'elle va avoir des phases de croissance, donc un PIB qui augmente, des phases de décroissance, donc des PIB qui descend aussi. Et ça, les économistes ont développé toute une gamme de concepts qui permet vraiment de décrire avec précision les différents cycles économiques. Donc ça va être important de bien maîtriser ce vocabulaire-là pour ensuite pouvoir faire de bonnes analyses. Une fois ça complété, on va aller vraiment, donc ça c'est cycle économique. Je vous dirais ici, on va vraiment aller un peu plus dans le monde de la théorie et on va s'intéresser à un nouveau modèle, celui qui s'appelle demande agrégée, offre agrégée à court terme ou offre agrégée à OALT. Dans le fond, moi je l'appelle DA-OACT, un grand titre. Vous allez voir un peu plus tard, je vais vous le montrer, là, il y a deux modèles, moi j'en présente un. Donc, ce chapitre-là, pas ce chapitre-là. Cette partie du cours-là va vous sembler très complexe parce que c'est complexe. Mais par contre, je vous rassure, la demande, l'offre, puis l'offre agrégée à long terme, c'est un modèle qui est très, très similaire à celui de l'offre et de la demande qu'on a vu dans le chapitre, je pense, à la quatrième semaine de cours. Donc, je vous rappelle que la demande, pente négative, l'offre agrégée à court terme, donc c'est l'offre qu'on avait autrefois. Et évidemment, l'offre agrégée à long terme, ça c'est une toute nouvelle droite qu'on n'avait pas, qui elle va symboliser plutôt le PIB potentiel, c'est-à-dire la capacité à produire une économie dans des contextes ou dans une situation économique normale. Donc, si nos usines fonctionnaient bien, nos travailleurs travaillaient tous, on devrait produire pour tant de milliards de dollars de PIB. Petit point aussi, les axes vont changer par rapport à l'offre et la demande. De toute façon, je vais en reparler dans les vidéos. On parlera plus de prix, mais plutôt du niveau moyen des prix de toute l'économie. Pas de toute l'économie, de tous les biens et services de l'économie. Et évidemment, au lieu d'avoir une quantité demandée, ça va être une quantité de PIB réel. Donc, une petite subtilité qu'il faut garder en mémoire. Mais sinon, je vous dirais, c'est pas vraiment tant plus compliqué. Dans le fond, ce qui affectait la demande dans le chapitre sur l'offre et la demande va se réappliquer ici. Même chose aussi pour l'offre. Donc, tout ce qui affecte ici tout ce qui affecte les intentions d'achat de tous nos agents économiques, ça va être là la différence. Eh bien, ça va affecter la demande et aussi pour, dans le fond, tout ce qui va affecter le comportement des entreprises, on va le retrouver ici. Une fois qu'on va avoir compris ces trois droites-là, on va les réunir ensemble. On va discuter d'un concept qui est très important, qui est celui de l'équilibre macroéconomique. On va en différencier trois, entre autres, dans ce qu'on appelle une économie, un équilibre de sous-emploi. Donc là, vous voyez le terme sous-emploi, aussi ça peut être un écart, ce qu'on appelle récessionniste. Donc un écart en récession, qui est souvent symbolisé par une perte ou une diminution du PIB dans une économie. On va avoir aussi un équilibre de suremploi. Là, c'est nouveau. Le suremploi, c'est souvent associé à un écart inflationniste. Ce qui signifie, dans le fond, c'est que notre économie va produire plus qu'elle devrait normalement, ce qui va entraîner une augmentation du niveau des prix. Et évidemment, l'équilibre de plein emploi. Le plein emploi qui signifie que nos ressources sont toutes correctement utilisées à la bonne place au bon moment. Et donc, on produit à notre niveau potentiel, à notre PIB, en fait, la quantité de PIB produit équivaut à celui de notre PIB théorique, donc le PIB potentiel. Évidemment, ces trois équilibres-là, en fait, chaque courbe du modèle de l'offre et de la demande agrégée va nous permettre de l'appliquer à différentes situations pour analyser différentes situations économiques, pour pouvoir faire des prédictions et expliquer des comportements ou des situations passées également. Donc voilà. Attention, ça c'est le petit bémol que je mets. Il y a deux modèles présentés dans votre manuel. Celui qui est présenté souvent, c'est le modèle, c'est le modèle OG-DG. Vous allez le voir, là, il est facile à identifier, c'est une DA comme ça. Puis l'autre, il va y avoir une seule droite qui va faire OACT de ce type-là. Pas OACT, ça va être offre globale. Moi, lui, je le présente pas parce qu'il me permet moins de jouer avec le concept de long terme et de court terme, chose que le modèle OACT-DA va faire.
je vais juste vous le montrer ici, la différence existe. Donc ça, c'est DA, OG, DG pour offre globale, demande globale. Puis le modèle DA pour demande agrégée OACT, donc celui que je vous présente. C'est encore une fois une droite d'offre, une droite de demande, et à la différence, cette fois-ci, il y a une droite verticale qu'on appelle celle du PIB potentiel. Mais sincèrement, elle, faut pas trop s'en soucier. C'est surtout qu'elle va nous indiquer, en fait, le PIB théorique qui serait supposé d'avoir. Évidemment, ici, faites attention de prendre bien le temps de faire vos exercices. Je remarque que souvent, les gens se dépêchent de faire leur quiz en ligne, puis généralement les notes sont bonnes, c'est pas ça le problème, mais j'ai comme peur en fait que l'information ne soit moins bien intégrée que si on avait pris le temps de faire les exercices. Donc je réinsiste là-dessus, faites vos exercices. Oui, petit aussi avis, je vous dirais, faites attention, j'ai mis beaucoup de vidéos disponibles en ligne. Elles ne sont pas toutes à consulter, ce sont des vidéos optionnelles. Donc, s'il vient un moment où vous ne comprenez pas trop, par exemple, qu'est-ce que la demande agrégée, ben, il y a un peu plus de vidéos pour que vous puissiez la saisir ou plutôt la comprendre d'une autre façon. Donc, c'est vraiment plus pour vous. Ce que vous avez à faire cette semaine, je vais juste me déplacer, voilà. Évidemment, consultez votre plan de travail, très important, c'est votre guide, c'est votre maître. Téléchargez aussi votre guide de revision. Là, ce que j'ai fait, c'est, étant donné que c'est un chapitre qui est très vaste, très large, je vous ai fait un document PDF qui est une forme de note de cours. Donc, c'est vraiment, il va par étapes, je vous pose des questions, puis c'est la matière que vous allez devoir couvrir dans le chapitre. Moi, ce que je vous conseille, c'est imprimez-le et écoutez les vidéos en même temps et vous allez au fur et à mesure pouvoir répondre aux questions. Puis si vous avez des interrogations, bien les noter sur votre feuille et évidemment me poser les questions lorsque nécessaire. Évidemment, faites vos exercices, faites le test en ligne, il y en a un autre cette semaine. Et pour la semaine prochaine, donc c'est supposé être une semaine que je vous dirais en fait, c'est supposé être une semaine de lecture. Donc officiellement, il n'y a pas de matière présentée la semaine prochaine, mais par contre, nous allons avoir une conférence de type panel dans lequel j'invite, il y a présentement il y en a 3 de confirmés, donc il va y avoir 3 économistes qui vont venir nous parler de leur métier. Puis vous allez voir, là, c'est vraiment dans des domaines très différents, c'est des économistes qui sont vraiment intéressants, de tout âge, de toute formation aussi, donc j'ai vraiment fait attention pour avoir une bonne diversité d'économistes. Ce que vous allez devoir faire par rapport à ça, évidemment, il va y avoir un petit document qui est préparatoire à l'examen final. Donc, comment je vous dirais ça, c'est pas obligatoire d'assister, mais c'est fortement recommandé parce que je peux pas vous évaluer cette semaine-là, mais ça va être évalué pareil à l'examen final. Donc, voilà. Et pour la semaine prochaine, moi, ce que j'aimerais, c'est pour ceux qui ont de l'intérêt pour l'économie, même pour le métier, ou qui ont des questions par rapport à la discipline ou le métier, écrivez-moi pour que je puisse immédiatement les envoyer au panel d'économistes. Donc, ça va être une formule d'à peu près 1 heure où ils vont se présenter leur métier, leur plus grand accomplissement aussi, et vous allez pouvoir leur poser des questions sur, c'est quoi votre salaire, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous regrettez. Donc, moi, je me suis préparé des questions de mon côté, mais je vous demande à vous aussi de vous en préparer. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. J'ai hâte de vous parler la semaine prochaine. Je commence à m'ennuyer de vous autres. Vraiment, à distance, ça a ses avantages, mais le plus gros inconvénient, comme je vous le disais au début de la session, c'est que je vous vois pas, puis ça me rend triste. Donc, lâchez pas. Je sais que le cours avance vite. Il y a beaucoup de choses. Ne vous découragez pas non plus. Pour ceux qui éprouvent certaines difficultés, la session est loin d'être jouée. Jusqu'à présent, le plus gros s'en vient. C'est l'examen final. Puis moi, je me prépare en conséquence pour que vous puissiez avoir le temps de vous préparer, mais aussi avoir le temps de, d'assimiler l'information. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, je suis conscient, je vais m'organiser pour que ça aille le mieux pour tout le monde. D'ailleurs, petit mot d'ordre, pas petit mot d'ordre, mais plutôt mes félicitations pour le 3e travail pratique. Sincèrement, les notes sont excellentes. Vraiment, là, je suis impressionné par l'amélioration qu'il y a eu, la qualité de ce que vous avez fait aussi. Probablement, concours de circonstances, peut-être le chapitre était plus facile. Autrement aussi, par contre, une note un peu plus, je vous dirais, à faire attention. Votre français écrit c'est pas pour tout le monde. Sincèrement, il y en a qui écrivent très bien. Je sais, moi-même, je fais beaucoup de fautes. J'essaie de faire attention à ça. Mais dans votre cas, c'est pas normal que dans un texte de moins de 500 mots, même pas, des fois c'est 300 mots, il y ait plus de 20 fautes. C'est inacceptable, en fait, à votre niveau. Vous êtes des étudiants qui êtes bons. Vous l'avez démontré à plusieurs reprises.
Donc, c'est pour ça que je vous exige, je me trouve exigeant, mais je pense que c'est bien que quelqu'un vous sanctionne aujourd'hui pour ce genre de faute-là, parce que ce qui peut arriver, puis je pense que je vous l'avais dit dans le début du cours, ou sinon je vous le dis maintenant, c'est que ça peut mettre en jeu votre emploi futur, ou même votre admission à l'Université Laval ou à d'autres universités, si le CV que vous envoyez ou que la demande que vous faites parvenir est truffée de fautes. Ça se peut que votre dossier soit considéré, ou même dans la vie en général, que ce soit sur des applications de dating, là, pas dating, mais pour rencontrer des gens, quelqu'un qui écrit plein de fautes généralement sont flushés rapidement. Donc, faites attention à ça. Même chose, le travail pratique 4 s'en vient. Il va y en avoir un quatrième un peu plus tard dans le cours, probablement dans 2 semaines. Donc, je vous souhaite bon début de semaine. À bientôt.